Bon, salut tout le monde, aujourd'hui on est le week-end et à peu près comme chaque week-end on va discuter de l'actualité, mais avant de commencer, on va faire un petit mea culpa. Lors de la dernière revue de presse, j'ai parlé avec pas mal d'erreurs et de confusions de Génération Identitaire et d'Action Française, en mélangeant le pinceau sur la relation qu'ils ont avec le gouvernement français, au point de ne même pas parler que le gouvernement a dissous Génération Identitaire, ce qui aurait dû clairement apparaître dans la vidéo. D'ailleurs, ceux qui voulaient avoir une analyse un peu plus longue que l'UNEF, c'est un détail, eh ben on va en parler dans une vidéo qui va être dédiée à ça, à la gauche identitaire et à tous ces trucs-là. Ça va être une vidéo bien clivante comme on aime et ça devrait venir dans à peu près 10 jours. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, vu qu'on va discuter des menaces qui sont faites en ce moment contre la presse. On commence donc avec Morgane Large, une journaliste costarmoricaine qui travaille dans une petite radio associative nommée RKB et qui bosse depuis pas mal d'années sur des affaires liées à l'agrobusiness breton, un haut lieu de corruption de par chez nous. Et dès qu'elle a commencé à enquêter, il y a eu quelques problèmes qu'elle a racontés lors d'un tout récent rassemblement. En 2010, sur RKB, nous donnons la parole aux opposants au projet de porcherie de Trébrivant, 880 maires. Les porteurs de projet, on les a contactés, on leur a proposé de prendre la parole. Ils n'ont pas voulu s'exprimer. Donc, on donnait la parole aux opposants. Pendant l'émission en direct, le maire de la commune a téléphoné pour nous dire « Je suis en train d'écouter la radio, votre subvention, c'est terminé ». En 2013, je réalise une émission sur l'abattoir de Rostronin, ce qui, visiblement, ne plaît pas à la communauté de communes. À partir de là, la radio ne reçoit plus aucune information ou invitation au point presse par la communauté de communes. Ce qui veut dire mettre un média dans un placard. En 2017, je témoigne au micro d'Inès Léraud, la courageuse journaliste auteure de la BD Algues vertes, l'histoire interdite. La diffusion de cette interview intervient, hasard du calendrier, 2 jours avant une réunion du conseil municipal. Je suis prise à partie par plusieurs élus très en colère à la fin du conseil. 3 mois plus tard, sont votées à Glomel les subventions aux associations et RKB perd sa subvention. Récemment, elle est passée sur un reportage de France 5 dont on voit ici quelques extraits. Ensuite, ce qui s'est passé se passe de commentaires. Le 31 mars, je découvre dans mon allée un boulon de roue en marchant. Je n'imagine pas que c'est à moi. Je pense que c'est quelqu'un qui a perdu, qui a une vieille voiture et qui est venu chez moi. Mais quand je m'approche de ma voiture, je vois qu'il en manque 2 sur ma roue arrière. Je pense à la nuit agitée quelques jours plus tôt. Mais je doute. Jusqu'à ce que mon voisin me dise que samedi matin, il faisait du vélo et que tout près de chez moi, il a trouvé lui aussi un boulon de ma roue. Ça veut dire que j'ai roulé 4 jours comme ça. J'ai roulé peut-être 250 km. J'ai roulé sur la 4 voies. J'ai roulé à 110 km/h. J'ai roulé avec mes enfants dans la voiture. Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet et je vous mets en description plein de liens si vous voulez aller voir plus loin les trucs, même si le mieux c'est d'écouter directement le travail de Morgane Large et de RKB sur ce sujet. Voilà, aller directement à la source pour se rendre compte véritablement de quoi on parle. Ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est donc pas du fait que c'est pas bien d'essayer de tuer des journalistes qui investiguent. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser un petit peu ce que dit cette affaire de notre rapport au journalisme et de la pratique médiatique actuelle. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que c'est Morgane Large que les tarés de l'agrobusiness ont essayé de tuer. Et Large, comme on a dit, c'est une journaliste de RKB, une radio que personne ne connaît à part en Centre-Bretagne. Une petite radio associative qui survit à coup de subventions, et c'est quand même fou que ces affaires de haute corruption impliquant autant d'élus, autant d'entreprises, autant d'enjeux agricoles et environnementaux, c'est quand même fou que ce soit une petite radio qui inquiète tout ce beau monde. Et surtout qu'une telle mafia ne soit en réalité pas vraiment inquiétée par d'autres médias qu'une petite radio associative. Et ça, c'est quand même terriblement symptomatique de quelque chose qui va mal. Ce qu'on a entendu dans le soutien unanime et nécessaire de la presse, c'est la fable de la courageuse journaliste d'un petit média bretonnant face aux méchants agriculteurs. C'est vrai, hein, ok. Mais cette fable-là, elle cache un versant qui n'est jamais expliqué, jamais assumé. Si Large a été menacée, c'est que c'est la seule ou presque à enquêter. Et donc par conséquent, c'est la lâcheté de tous les autres journalistes du coin qui l'ont mis en danger aussi, la lâcheté des médias qui ne se sont pas bougés. Je pose la question,
Pourquoi l'investigation sur l'agro-business breton ne tient que sur l'épaule de quelques journalistes? Pendant que Large faisait ses investigations, le Ouest France, le Télégramme, les Échos, le Trégor et tout ce bordel, eux, en tant qu'institution médiatique, ils se sont couchés face aux menaces des lobbies, face aux menaces de la FNSEA et face aux menaces des élus corrompus. La puissance de ces tarés, c'est avant tout un échec journalistique. L'affaire Large, ça devrait être quelque chose qui produit une sorte d'électrochoc à tous les journalistes et à tous les médias pour se dire « Putain, il y a quelque chose qui va pas et pourquoi est-ce qu'on n'a pas enquêté sur ça plus tôt ?» Et ça devrait pas juste être une excuse pour faire une auto-congratulation comme les journalistes aiment tant à le faire. Parce que le problème de faire juste une actualité sur Large et sur RKB, c'est que ça va être très vite remplacé par une autre actualité et dans 2 semaines, RKB ils vont se retrouver quasi tout seuls comme ils l'étaient avant. Et ça pose souci. La question, c'est pas est-ce que oui ou non on soutient Morgan Large. Tu vois, la question, c'est pas de savoir si France Inter soutient, c'est est-ce que oui ou non ils vont l'aider sur le terrain concrètement pour mener cette enquête. Est-ce que oui ou non tu as d'autres journalistes qui vont aller au front. Combien là des médias qui nous ont raconté cette belle fable vont réellement investir du temps et de l'argent pour mener cette enquête-là, pour se mettre à dos des élus, pour se mettre à dos un syndicat surpuissant et pour recevoir des menaces? Quel média va aller au bout de cela et ne va pas juste produire un article consensuel? Et je dis pas qu'ils vont pas le faire, hein. Je dis que c'est ça qui est important de regarder au-delà de tout le soutien très spectaculaire et nécessaire, mais tout de même très spectaculaire, de la presse traditionnelle. Donc là, on voit que le Libé, que France Inter et que plein d'autres médias parlent avec énormément de lyrisme pour mettre en valeur leur corporation, parce que c'est ça qu'il y a derrière la fable de RKB. Mais en fait, il faudrait que ces médias, au lieu de juste faire un article, usent de leur puissance médiatique immense pour soutenir sur le terrain l'enquête contre l'agro-business et qu'ils ne laissent pas seuls quelques journalistes se taper tout le boulot et tous les risques. Et que surtout, les médias régionaux qui ont ici une situation de quasi-monopole, ceux-là, il faut qu'ils se bougent. Faut que ça arrête de titrer sur des trucs inutiles, faut que ça arrête de faire 3 articles par jour et que ça vienne bosser pour le bien commun parce que visiblement, il y a des trucs à cacher et que c'est un peu le taf des journalistes de révéler ce que d'autres veulent cacher. Ou alors, il faut qu'ils reconnaissent l'incapacité qu'ils ont à mener ce genre d'enquête et donc à faire leur job concrètement dans des structures médiatiques et capitalistes comme on a actuellement. Donc, s'ils reconnaissent ça, ça veut dire qu'ils vont faire des initiatives pour essayer de dépasser ces cadres économiques-là pour fournir ces enquêtes dont on a besoin, et c'est exactement ce qu'ont fait un petit groupe de journalistes bretons. Splan, c'est un média breton tout récent qui a récolté 30 000 € de financement participatif pour faire des enquêtes longues en Bretagne et notamment sur l'agro-business. Fondée par des journalistes de différentes presses, elle va permettre de détacher quelques personnes qui vont pouvoir tranquillement mener les enquêtes qui nous manquent aujourd'hui. Et au-delà de tout le bordel, c'est quand même la véritable bonne nouvelle de cette affaire. Et c'est d'ailleurs bien la preuve que c'est bien les structures capitalistes et médiatiques qui sont le problème et qui empêchent techniquement de faire des enquêtes et qui permet implicitement la corruption. Une preuve en plus que c'est bien dans les petites structures militantes de ce genre que le véritable journaliste peut s'exprimer et va sans doute renaître en France. Et ça, c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Mais tu n'as pas que RKB qui a eu des problèmes récemment, tu as aussi les copains de Fakir. Est-ce que tu te souviens de Squarcini? C'est un espion engagé par Arnaud pour choper des infos sur Ruffin alors qu'il faisait son film Merci Patron. On sait déjà grâce aux écoutes révélées par Mediapart que le bougre a utilisé tranquillement les réseaux des ministères pour choper énormément d'informations, ce que l'administration n'a jamais rechigné à donner, montrant le degré de corruption au sein de cette dernière. On avait fait une vidéo spéciale là-dessus si ça t'intéresse. Le Canard enchaîné a révélé il y a peu que l'espionnage de Arnaud contre Fakir a coûté en tout plus de 2 millions €. Squarcini a organisé un système de sous-traitement qui a conduit à l'infiltration d'un bénévole et d'une photographe directement au service du plus gros milliardaire de France. Ce qui est rigolo, c'est que la photographe croyait en faisant ça réaliser une mission pour le renseignement français. C'est ce qu'on appelle un rapport de force matériel. C'est qu'au-delà des opinions, des idéologies, de l'éducation populaire, tout ça, tu as des rapports de force, tu as des privilèges qu'ont cette petite classe-là de super riches qui font que, techniquement, matériellement, ils auront toujours plus de moyens que nous pour faire valoir leur intérêt parce que nous, on va pas pouvoir embaucher un espion qui a travaillé dans la haute administration. On peut pas faire ça. Eux, ils le peuvent. Et ce qui montre bien que, quoi qu'on fasse avec les lois, avec tout ce que tu veux, tu as toujours des moyens quand tu es riche de faire valoir tes intérêts, ce qui montre que, il y a
peut-être pas de démocratie possible avec des gros écarts de richesse parce que forcément, à un moment donné, et surtout sur le long terme, ce genre de rapport de force va constituer des institutions parallèles, des institutions qui sont là pour trahir l'intérêt général pour les intérêts particuliers et donc mettre à défaut la démocratie. Autre exemple tout récent, le média Cerveau non disponible s'est vu menacé par Facebook d'une suppression de pages parce qu'ils ont publié 3 contenus inappropriés selon la multinationale. Le partage d'une manifestation féministe au Mexique où on peut voir des manifestantes taper sur le bouclier de CRS avec un marteau, un post avec Corinne Mazerio nu le poing levé désigné comme un contenu sexuel par Facebook, et dernièrement, il y a quelques semaines, un post jugé comme faux par les équipes de fact-checkers de Facebook et de l'AFP. En fait, il y a eu une erreur de date entre octobre 2020 et mars 2021, et Cerveau non disponible parle de 800 listes supprimées alors qu'en fait, il n'y en a eu que 750. Et oui. Donc ça, pour l'AFP et donc pour Facebook, c'est de la fake news. Par contre, le fait que tu aies plein de gros journaux, même les grands journaux, les grands médias français qui ont partagé la théorie totalement complotiste et infondée d'une ingérence russe pour l'élection de Trump, tu as eu énormément d'articles sur le sujet, là, il n'y a pas de souci. Parce que, encore une fois, c'est pas tant la fake news qui est important que la personne qui l'émet. Et là, c'est un truc très, comme on a vu avec la vidéo de McFly et Carlito, c'est un truc très bourgeois de, tu vois, en gros, la censure, c'est quelque chose de moral et de très arbitraire, tu vois, c'est on décide arbitrairement que cette pensée-là, que cette information-là ne peut pas être relayée dans les réseaux. Donc ça, c'est quelque chose de très arbitraire. Après, la bourgeoisie, par-dessus ça, ils mettent le fact-checking, tu sais, quelque chose de pseudo-scientifique, de pseudo-journalistique, machin, pour dire, mais non, c'est pas quelque chose d'arbitraire et de moral, c'est quelque chose qui est censé, qui est fondé scientifiquement, machin. Et en fait, on se rend compte dans les faits que le fact-checking, ce n'est ni plus ni moins que de la censure. Alors oui, c'est de la censure qui est argumentée, qui est légitimée par de la presse, par des médias milliardaires, mais ça reste quand même de la censure qui n'est pas décidée démocratiquement. Le média dénonce une autre pratique. En avril, avec 300 000 abonnés, il faisait 1,5 million de couvertures par jour. Aujourd'hui, avec 450 000 abonnés, ils ne sont qu'à 250 000 couvertures par jour. Suite à leur post, en fait, la page s'est vue invisibilisée par l'algorithme Facebook, sans que rien ne puisse arranger la situation. En réalité, ils sont juste bloqués. Et puis là, on est face à un truc... à la fois, on a envie de soutenir, de dire « ouais, faut se battre pour que Facebook soit plus transparent, machin », mais en vrai, évidemment, plus la pensée révolutionnaire va devenir pertinente, va faire masse, plus, évidemment, dans ces réseaux qui sont détenus par des milliardaires, évidemment qu'il va y avoir de la censure, évidemment qu'il va y avoir des algorithmes qui vont faire que cette pensée radicale-là ne va pas se développer autant qu'on voudrait. Et évidemment, il n'y aura jamais de loi, et évidemment que Facebook ne sera jamais complaisant par rapport à tout ça, et que au moment où on en aura besoin vraiment pour mener à bout notre processus révolutionnaire, évidemment que ça va merder. Bon, évidemment, tu as tous les alternatives libres. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas dessus, ce qui fait que si nous, on bascule totalement là-dedans, bah, on va parler à des militants, ce qui est très chouette et consensuel, mais en vérité, c'est pas ça qui fait masse, donc c'est pas ça qui est intéressant, et c'est pas ça qui va nous permettre de faire évoluer réellement la société. C'est pour ça qu'il faut faire la transition entre les deux, qu'il faut essayer de s'organiser, qu'il faut être malin pour essayer d'emmener la masse vers des logiciels qui les respectent et qui nous respectent nous, voilà. Donc ça, c'est du boulot, et puis ouais, faut s'y mettre, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette transition-là, elle est absolument indispensable. Dernier exemple qu'on va voir ensemble, Ricochet est un journal participatif et militant de la Drôme, qui est un peu un exemple de ce qu'un média peut faire de bien et d'utile au niveau local. Il y a quelques semaines, ils ont publié une tribune d'un collectif qui soutient les saboteurs d'antennes 5G. L'objectif, c'était de lancer un débat, notamment après le sabotage d'une antenne à Cré, sur ce sujet qui reste totalement indispensable. Ils ont publié cet article et quelques semaines plus tard, ils ont appris par la presse que le préfet lançait contre eux des poursuites, ce qui évidemment peut assez mal finir, un genre de choses, surtout quand un petit média comme ça est isolé. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation pure et simple. En réaction, de nombreux médias, dont le Canard évidemment, se sont montrés solidaires en republiant l'article incriminé avec une tribune. Ricochet rappelle aussi qu'ils ont une cagnotte pour les soutenir si ça vous intéresse. Ce qui est rigolo, c'est que la loi climat vient de passer, et qu'elle a salopé le boulot de la Convention climat qui demandait au minimum un mémorandum sur les antennes 5G. Ça veut dire prendre le temps de bien considérer les différents risques avant de se jeter la tête la première. C'est là où Macron a lancé sa fameuse phrase avec les Amish, hein, tu t'en souviens. Ce qui nous a condamnés, comme très souvent à la 5ème République, à simplement constater les décisions qu'un individu prend tout seul, et souvent contre nous tous. Ce qui fait qu'un sujet absolument essentiel n'est jamais débattu,
Donc ça provoque des violences parce qu'il y a des gens qui veulent débattre de ça, qui veulent essayer de ça parce qu'ils pensent que c'est extrêmement important et ils ont raison. Et donc face à ces violences-là, au lieu de sortir par le haut avec, je sais pas moi, un référendum ou au moins un débat sur l'Assemblée ou des trucs comme ça, au lieu de faire ça, la Macronie utilise la répression et la violence, que ce soit contre les manifestants ou contre les médias qui relaient la parole des manifestants. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir ce média-là, d'aller voir ce qu'ils font, et bien sûr, on va se tenir au courant des avancées de cette affaire. Mais il y a aussi d'autres actualités du côté de Mediapart. On apprend par exemple que Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet, a profité de plusieurs voyages en Côte d'Azur, tout frais payés par le ministère. Cette histoire, elle est remplie de détails pas très passionnants qu'on connaît un peu d'avance. Ce qui est intéressant, par contre, c'est ce qui va suivre. S'ils sont allés à Nice pour faire un beau repas, c'est pas par hasard, parce que beaucoup de membres du cabinet viennent en fait de Nice, et notamment Nicolas Rodi et Greg Monetti, qui sont deux personnes clés du cabinet. Ce sont deux anciens présidents de la Phase 06, une puissante association étudiante sur Nice, qui est aussi membre de la FAGE, le syndicat étudiant. Vidal, avant d'être ministre de l'Éducation supérieure, était la présidente de l'Université de Nice, et Mediapart montre qu'à cette occasion, elle a largement financé des projets de la FAGE, qui a, en échange, toujours soutenu l'université, même pendant les mouvements sociaux. Au point où le syndicat est devenu le tremplin politique pour la Macronie, mais aussi pour Estrosi, le baron local, dont deux autres présidents de l'association sont aujourd'hui des élus municipaux. Ce qui est rigolo, c'est aussi que les sous générés par la chanson de McFly et Carlito pour soutenir la Macronie va être reversés à Agorae, l'épicerie solidaire gérée par la FAGE. Et comme par hasard, Vidal a communiqué sur l'ouverture d'un de ses restaurants en mars dernier dans son ancienne université, en compagnie de son cabinet et des anciens présidents de la FAGE. C'est quand même fou, autant de coïncidences. Bref, Blanquer, c'est Avenir lycéen, et Vidal, c'est la FAGE. Les uns financent la complaisance des autres dans un même projet politique, celui de se faire élire et d'accéder au pouvoir, que c'est beau. Mais il n'y a pas que ça dans l'actualité, et on va voir ensemble quelques petits articles qui ont traîné sur internet. Si tu te souviens, pendant la crise des Gilets jaunes, Macron avait fait une annonce incroyable pour montrer qu'il n'est pas le président d'une élite. Il avait annoncé la suppression de l'ENA. Plus de 2 ans plus tard, après la polémique du Palais Vivienne, Macron veut montrer qu'il n'est pas le président d'une élite et annonce la suppression de l'ENA. Waouh! Donc Emmanuel Macron a tout décidé tout seul et va donc supprimer l'ENA pour mettre en place l'ISP, l'Institut du service public. Voilà. Alors, dans le fond, ça change pas grand-chose. Il y a quelques petits détails, mais en vrai, c'est la même chose. Il change juste de nom, voilà. Parce que l'ENA, ça fait un peu vieux, alors que l'ISP, tu vois, c'est tout de suite un peu plus... Pendant ce temps, chez Darmanin, ça recrute des gendarmes qui vont avoir comme fonction de défendre le bilan du gouvernement auprès de la télé et des radios. Des nouvelles recrues qui viennent se rajouter à plus de 400 agents de communication qui, depuis l'arrivée de notre petit Darmanin, sont encouragés à relayer dans les médias toute information qui peuvent mettre en valeur leur travail ou celui du ministère. C'est quand même bien pratique d'avoir une administration à son service quand on est candidat. En parallèle, la fameuse loi sécurité globale a été votée en commission mixte paritaire par 7 députés et 7 sénateurs, imposant le fameux article 24 avec son nouveau délit de provocation à l'identification. Vous retrouvez dans cet article de Public Sénat des évolutions mineures par rapport aux premières annonces, et vous pourrez voir que parfois il manque pas mal de garanties sur ce qui pourrait s'apparenter à de bonnes nouvelles, comme sur l'usage des drones. Dernière information, un article des Échos renforcé par l'analyse de Mediapart nous parle du prochain programme budgétaire de la France envoyé à la sacro-sainte Union européenne pour la période 2022-2027. Un plan qui serait donc appliqué si Macron était réélu. Pour faire court, elle propose une austérité inédite en France, avec des coupes dans de nombreux budgets et la généralisation dans toutes les branches de l'État de l'austérité qui a été appliquée à la santé, vu que ça a si bien marché, on l'a vu. Une compression des dépenses qui s'est jamais vue ces dernières années, qui va renforcer et accélérer tout ce que nous voyons déjà s'effondrer depuis quelques années. Et c'est là-dessus qu'on termine. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile, surtout. Voilà, c'était quelque chose de fait un peu rapidement, tu l'auras remarqué, mais j'espère quand même qu'il y avait des informations qui t'ont aidé à comprendre un peu ce bordel-là, et puis voilà quoi. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. Des bisous.